Chers investisseurs, aujourd'hui dans le triple 7, on va parler de 7 méga tendances dans lesquelles je place mon argent pour 2025. Vous allez voir, ce sont vraiment des tendances qui peuvent driver les entreprises sur le long terme et qui peuvent rapporter beaucoup. On parlera ensuite de notre fameux et célèbre Peter Lynch qui a une citation que je trouve très inspirante pour justement aller trouver des actions qui opèrent dans ces méga tendances. Et on terminera avec un sujet un peu plus léger. Je me suis marié tout récemment et je cherche à connaître un petit peu quel serait le budget idéal pour un mariage. J'ai trouvé un site qui me donne quelques idées. Vous me direz si vous êtes d'accord avec lui. Une méga tendance, c'est une tendance de fond qui va pousser l'entreprise à se développer. Les Anglais parlent de tailwind, de vent dans le dos. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise de performer en bourse si elle a justement cette tendance positive, ce vent dans le dos, cette transformation finalement de l'économie qui va lui permettre de récupérer de plus en plus de clients. Ici, vous avez un exemple avec la publicité digitale. Vous voyez les trois monstres qui dominent ce secteur-là. On a Google, on a Meta et on a Amazon. C'est super intéressant de voir l'évolution comme ça chaque trimestre. Et d'après du coup les derniers résultats, donc le deuxième trimestre 2024, on a Alphabet qui est en tête avec 57,2 milliards qui sont répartis, du coup vous le voyez, entre YouTube et la recherche Google. On a ensuite Meta avec 38,5 milliards, donc ça va être toutes les publicités qui vont être placées sur Facebook et Instagram. Et enfin, on a Amazon avec 12,8 milliards quand même. Ce sont les publicités qui vont être placées sur sa marketplace. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir qui sont les leaders aujourd'hui dans cette méga tendance et quelle est la répartition des parts de marché. Est-ce qu'il y en a certains qui grandissent un peu plus vite que les autres? Vous voyez par exemple ici, on constate que Amazon est plus petit que Meta et Google sur la publicité digitale, mais c'est l'entreprise qui a connu la plus forte croissance sur ces 3 dernières années. Et d'ailleurs, je pense qu'on sous-estime beaucoup la publicité sur Amazon parce que c'est une des publicités les plus précises. Voilà, quand vous êtes sur Google, des fois, vous cherchez un petit peu des sites, vous cherchez plusieurs choses. Quand vous êtes sur YouTube, vous êtes là pour vous divertir. Quand vous êtes sur Facebook ou Instagram, pareil. Sur Amazon, généralement, si vous y allez, c'est pour acheter quelque chose. Donc la publicité est très ciblée puisque vous êtes littéralement en train de taper des mots-clés pour acheter quelque chose sur la marketplace. Donc je trouve ce format de publicité très intéressant. Donc vous l'avez compris, l'idée ça va être de trouver une méga tendance et ensuite de regarder un petit peu qui sont les leaders de cette méga tendance et est-ce qu'ils conservent bien leur part de marché dans le temps. Généralement, ces leaders, c'est ceux qui vont empocher le plus gros du pactole de cette tendance-là. Ça dépend évidemment des marchés, mais généralement, évidemment, les plus gros, les plus établis vont bénéficier d'effets de réseau et vont pouvoir garder un petit peu leur monopole, leur mainmise sur ce marché-là et récupérer le plus gros du pactole. Parmi les autres méga tendances que je surveille, il y a aussi l'e-commerce avec évidemment le mastodonte qui est Amazon. Honnêtement, en termes de marketplace, il n'y a pas vraiment de concurrent qui lui arrive à la cheville aujourd'hui. Les seuls concurrents, ça va être Shopify pour créer et gérer son site e-commerce pour les entreprises qui souhaitent avoir leur propre site. Et puis, on a certaines marketplaces comme Etsy qui vont être un peu plus spécialisées. Mais clairement, quand je pense aux anciennes marketplaces qui existaient en France, comme Cdiscount ou eBay, Cdiscount et eBay existent toujours et doivent toujours gagner un petit peu d'argent. Mais clairement, ils se font complètement écraser quand on regarde Amazon. Une autre méga tendance que j'aime beaucoup, c'est la digitalisation des paiements. Donc, les gens payent de plus en plus directement en ligne par carte bleue. Le cash est littéralement en train de disparaître. Et évidemment, ça va vraiment bénéficier à Visa et Mastercard. Ces deux entreprises-là n'ont finalement pas grand-chose à faire à part maintenir leur réseau en place et elles vont se faire porter par cette méga tendance de la digitalisation des paiements. Et dans une certaine mesure, on pourrait aussi rentrer Apple et Google avec leurs services Apple Pay et Google Play. On paye avec le téléphone et c'est bien Visa et Mastercard qui récupèrent le gros, on va dire, des frais. Mais il y a également une partie de frais qui va tomber dans les poches d'Apple et de Google. Je vous ai dit que Visa et Mastercard récupéraient la majorité des frais, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que c'est important de creuser un petit peu ces méga tendances pour bien comprendre comment elles fonctionnent, parce qu'elles fonctionnent toutes différemment. Et vous le voyez ici, en fait, c'est surtout les deux banques, donc la banque qui a émis la carte et la banque du marchand qui va recevoir le paiement, qui vont récupérer la majorité des frais. Donc on voit ici un exemple, 100 € dépensés, le marchand va lui récupérer 98 € et du coup les différents montants vont être répartis entre les banques et vous voyez que Mastercard ne va prélever qu'un tout petit frais
pour justement la communication entre ces deux banques. C'est un frais qui est tout petit, mais évidemment, vous multipliez ça par le nombre de banques qu'il existe et le nombre énorme de transactions qui se passent chaque année. Et vous comprenez pourquoi ces deux entreprises sont vraiment des business très intéressants. Une autre méga tendance, c'est évidemment le streaming. On consomme de plus en plus de contenu à la demande en vidéo sur Internet et c'est un petit peu en train de remplacer finalement les médias traditionnels. Les leaders là-dedans, pour moi, c'est vraiment YouTube. Vous êtes en train de le regarder. Donc vraiment du contenu qui est généré par les utilisateurs. Et en termes de contenu, on va dire, produit de manière professionnelle, je pense que Netflix est vraiment dominant là-dessus. Donc vous voyez que dans une méga tendance, on peut aussi avoir certaines couches qui peuvent séparer les choses. On pourrait même avoir une troisième couche ici, ça serait les vidéos un peu format short qui marchent très bien sur Meta ou TikTok. Donc là aussi, c'est pas tout à fait la même consommation, mais ça reste du streaming. Vous voyez qu'en termes de revenus, YouTube et Netflix sont vraiment au coude à coude. On voit que Netflix a des revenus un peu plus réguliers dû au fait qu'ils proposent évidemment leurs tarifs sous forme d'abonnement, alors que la publicité YouTube, on voit évidemment des spikes durant par exemple les 4e trimestres de l'année, qui sont donc la période de Noël où il y a à ce moment-là un peu plus d'annonceurs sur la plateforme. Mais on voit que c'est assez proche, ce qui est quand même remarquable pour YouTube, sachant que YouTube n'est qu'un petit segment de Google. Un élément aussi important à connaître par rapport à YouTube, c'est que là, ce 8,7 milliards sur le dernier trimestre, c'est uniquement les publicités qui ont été placées sur la plateforme. Ça ne prend pas en compte les abonnements, toutes les personnes comme moi qui sont abonnées sur YouTube Premium. Et je pense que cette partie YouTube Premium va commencer à devenir un business de plus en plus important. Pour l'instant, vous voyez que Google le range dans la catégorie Google Play. Donc, on ne peut pas savoir exactement combien rapporte YouTube. C'est probablement un peu plus que ça parce que là, c'est uniquement la partie publicitaire. Bon, après, clairement, la majorité des revenus de Google vont provenir des publicités. Vous le voyez ici sur ma chaîne. Sur les 365 derniers jours, j'ai 93% de mes revenus qui sont provenus des publicités et seulement 7% de gens qui m'ont donné de l'argent finalement grâce à leur abonnement YouTube. Après, je ne sais pas exactement combien rapporte un abonné premium par rapport à quelqu'un qui regarde des publicités. Je sais que beaucoup de gens en France trouvent que le prix de l'abonnement YouTube est hors de prix. Donc, ils disent « bah non, j'ai pas envie de payer pour quelque chose qui est gratuit ». Vous le savez probablement, quand c'est gratuit, en fait, c'est vous le produit. Vous pouvez payer 13 € et ne pas avoir de pub, ou vous pouvez économiser 13 € mais avoir des pubs et vous retrouver à cause de ces publicités-là à dépenser peut-être 50 ou 100 € de plus dans le mois. Donc attention parce que les deux modèles se valent. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire non, mais moi je suis pas du tout sensible aux publicités, ça n'a aucun effet sur moi. On est tous un petit peu sensibles et quand vous regardez les stats, évidemment qu'un annonceur ne va pas s'amuser à payer sur YouTube 10 € pour afficher sa publicité auprès de 1000 personnes si derrière, lui, il ne vend pas au moins 50 € de produits. Donc je vous confirme ça, les publicités sont toujours rentables. Si elles n'étaient pas rentables, les annonceurs arrêteraient de les faire. Donc forcément, si vous regardez les publicités, ça va avoir un impact sur votre compte en banque. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution du nombre d'abonnés en termes de streaming. Je trouve ça assez intéressant. On voit vraiment que Netflix a pris une avance terrible justement sur ce format par abonnement. Mais on pourrait du coup maintenant placer YouTube Premium dans ce graphique-là. Les dernières estimations, Google ne les donne pas tout le temps, mais les dernières estimations, c'est 100 millions d'abonnés. Donc, on serait à peu près au niveau de HBO Max et de Disney+ pour YouTube Premium, ce qui est très bien, sachant qu'à nouveau, l'entreprise gagne aussi beaucoup plus avec la publicité. On pourrait également s'amuser à placer ici Amazon Prime, puisque Amazon Prime est un service de streaming qui marche de mieux en mieux. Ils investissent beaucoup dessus et il y a quand même eu plusieurs séries qui ont bien fonctionné à succès. Ici, on a 200 millions d'abonnés à Prime, donc ça placerait Prime à peu près à ce niveau-là. Après, évidemment, attention parce qu'il y a plein de gens qui sont abonnés à Prime mais qui ne regardent pas le service de streaming. C'est la force d'Amazon, ils ont tout packagé à l'intérieur d'un seul abonnement. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent Prime pour avoir simplement une livraison plus rapide. YouTube s'est donc mis à proposer un produit abonnement en plus de ses publicités. Et Netflix s'est mis à proposer en plus de son abonnement des publicités. Donc c'est un modèle un peu hybride parce que contrairement à YouTube, c'est pas gratuit, il faut quand même payer 6 € par mois. Mais si vous payez que l'abonnement à 6 € par mois, vous aurez également des publicités pendant le visionnage. Donc ça vous permet d'avoir un peu un ordre d'idée de combien Netflix estime pouvoir gagner s'il vous montre des publicités par rapport à un abonnement standard. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ces évolutions et de voir des entreprises qui testent un petit peu différents modèles de business pour voir celui qui pourrait leur apporter le plus et qui pourrait leur permettre de bénéficier au mieux de cette méga tendance. Si on résume un petit peu tout ça en termes de chiffres, notamment aux États-Unis, vous le voyez ici, on a quand même YouTube en numéro 1 avec 10% du temps d'écran de streaming aux États-Unis. Ensuite, on a Netflix. Et enfin, on a Prime Video. Ce sont vraiment les 3 plus gros acteurs sur lesquels, à mon avis, il est intéressant de miser. Ensuite, on arrive sur des plus petits, Hulu, Disney+,
et le reste. La publicité peut donc être placée sur ces plateformes longue durée, mais elle peut également être placée sur des plateformes plus courte durée, des plateformes qui remplacent un peu les médias traditionnels comme pouvaient l'être les journaux. Je parle évidemment des réseaux sociaux. Donc là-dessus, Meta est vraiment leader avec Facebook, Instagram et également WhatsApp et Messenger qui sont pour l'instant pas forcément monétisés, mais peut-être que l'entreprise va de plus en plus les monétiser. On pense évidemment à TikTok qui a explosé avec le format court, Snapchat qui est un petit peu le vieux des échanges comme ça instantanés entre personnes. Et on a aussi des réseaux un peu plus spécialisés comme LinkedIn ou encore Twitter, anciennement X. Ici, on est un peu plus sur des niches, mais ça peut rapporter aussi beaucoup plus parce que, on le sait, les audiences qui vont être sur TikTok ne vont pas du tout être les mêmes que celles qui sont sur LinkedIn. LinkedIn, vous allez avoir plus de professionnels et donc la publicité va pouvoir rapporter beaucoup plus à Microsoft. Je trouve d'ailleurs que le rachat de LinkedIn par Microsoft, c'est vraiment un coup de génie parce que l'entreprise a déjà une audience quand même assez B2B et d'avoir en plus à côté de ça le réseau B2B par excellence, je pense que c'est une très très bonne complémentarité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe une méga tendance qui regroupe toutes les méga tendances dont je vous ai parlé aujourd'hui. De quoi a-t-on besoin pour consulter ces réseaux sociaux, faire du shopping en ligne ou regarder des vidéos en streaming? Le smartphone, évidemment. Peut-être que dans quelques années, on aura d'autres technologies qui nous permettront d'accéder à ces méga tendances. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le smartphone qui domine. Et même si aujourd'hui, ce marché arrive un petit peu à saturation, je pense qu'il y a quand même une méga tendance de l'utilisation de certains écosystèmes de smartphones. Donc plutôt que de parler des producteurs, on pourrait évidemment parler de Samsung, de Xiaomi qui font des smartphones. Ce que je trouve plus intéressant, c'est de parler des logiciels d'exploitation. Il y en a deux qui dominent complètement cette méga tendance, c'est iOS d'Apple et Android de Google. D'ailleurs, si vous regardez les profits bruts d'Apple, vous voyez que la partie service devient de plus en plus importante. Cette partie service dans laquelle on va retrouver l'App Store, Google Play, Apple TV+, Apple Music, voilà, tous les services qui entourent l'écosystème d'Apple. Vous voyez que c'est ce qui représente une grande partie de ses profits parce que finalement, évidemment, la vente d'hardware, vous voyez que c'est quand même très cyclique dans le temps. Ce qui va vraiment renforcer cette entreprise et lui permettre de bénéficier à fond de cette méga tendance, c'est d'être finalement l'outil sur lequel toutes ces méga tendances vont être développées. Et c'est ça que je trouve assez remarquable avec Apple, c'est-à-dire que même s'ils n'innovent pas, même s'ils ne créent pas le prochain outil d'intelligence artificielle, probablement que le prochain outil d'intelligence artificielle, on utilisera une appli qui sera sur le téléphone. Et si on l'installe avec l'App Store, eh bien on devra reverser 30% de ce qu'on paye à Apple. Depuis tout à l'heure, je vous parle des méga tendances qui touchent les particuliers. Mais il existe également des méga tendances qui se dessinent au niveau des entreprises dans le B2B. Une des plus grosses et des plus intéressantes que je vois, c'est les services de cloud. On a trois gros leaders, Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure et Google avec Google Cloud. Voilà un graphique qui vous donne un petit peu la répartition des parts de marché des différentes entreprises dans ces services de cloud. Vous voyez ce que c'est qu'une méga tendance, plus 22% de croissance du marché d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, c'est un marché estimé à 79 milliards, donc au deuxième trimestre 2024. Et on voit Amazon domine avec 32% de part de marché. Ensuite, Azure avec 23% et Google Cloud avec 12%. Je pense que ce sont vraiment ces trois acteurs-là qui vont s'emparer d'une grande partie du marché et qui vont pouvoir en bénéficier sur les nombreuses années à venir. Il existe encore plein d'entreprises qui ne sont pas digitalisées et c'est évidemment beaucoup plus rentable pour elles d'utiliser des services de cloud déjà préinstallés avec plein d'outils disponibles plutôt que d'aller créer finalement elles-mêmes leur propre serveur. Voici donc les 7 méga tendances que je trouve vraiment intéressantes à jouer sur les 5 à 10 prochaines années. La publicité, l'e-commerce, les paiements, le streaming, les réseaux sociaux, l'OS et le cloud. Ces 7 méga tendances pourraient elles-mêmes être rentrées dans une méga tendance qui est celle évidemment de la digitalisation. Je me suis principalement concentré sur ce genre d'entreprise car c'est vraiment le secteur, l'industrie que je maîtrise le mieux. Mais il y a évidemment d'autres méga tendances dont on aurait pu parler. La transition énergétique, on va avoir besoin de plus en plus d'énergie verte. L'espérance de vie qui augmente. Les besoins en santé vont donc eux aussi augmenter. Et enfin, l'urbanisation. Il y a de plus en plus de gens qui vont en ville et on va avoir de plus en plus besoin de remettre à jour le parc immobilier, le rendre plus efficace d'un point de vue énergétique. Si on récapitule tout ça, je pense que les 3 étapes à suivre sont les suivantes. La première, c'est de trouver une méga tendance que vous maîtrisez bien. Imaginons par exemple que vous soyez un médecin spécialisé dans le diabète, vous pouvez vous intéresser à la méga tendance de l'obésité.
ensuite de chercher les acteurs qui dominent vraiment cette méga tendance. Le fait de la connaître va vous permettre de trouver rapidement ces acteurs-là, ces acteurs qui, selon vous, ont vraiment aujourd'hui ce qu'il faut pour profiter de cette méga tendance qui se dessine et qui devrait les porter sur les prochaines années. Et enfin, évidemment, une fois qu'on les a achetés, on s'assure qu'ils conservent leur avantage compétitif, qu'il n'y a pas des nouveaux concurrents qui pourraient venir leur prendre leur part de marché et les remplacer. Aujourd'hui, je voulais également vous parler de Peter Lynch. C'est un des meilleurs investisseurs au monde. Avec son fonds Magellan, il a réalisé la performance incroyable de 29% par an pendant 13 ans, ce qui, vous le voyez, lui a permis d'écraser le S&P 500. C'est vraiment quelqu'un que je trouve super inspirant. Il a écrit des bouquins excellents comme Beating the Street, que je peux complètement vous recommander de lire. Même ses différentes interviews en vidéo, c'est vraiment quelqu'un de très humain, de très sympa. Et il donne également de très bons conseils en ce qui concerne l'investissement. La personne qui retourne le plus de pierres remporte la partie. Cela a toujours été ma philosophie. J'aime beaucoup cette citation de Peter Lynch qui souligne l'importance de faire le travail, de trouver finalement dans son domaine d'activité quelle est la chose importante à faire pour pouvoir retourner des pierres. Parce que plus on retourne de pierres et plus on a des chances de tomber évidemment sur des pépites. Quelqu'un qui retourne que 3 pierres, eh bien évidemment, il a le choix qu'entre 3 entreprises. Quelqu'un qui en retourne 20, il a le choix entre 20 entreprises. Il a un meilleur choix, il a une meilleure connaissance de toutes ces boîtes et ça lui permet évidemment de faire un meilleur choix. C'est exactement ce que faisait Peter Lynch. Il estimait qu'il lui fallait analyser au moins 20 entreprises pour en trouver une vraiment gagnante. Je trouve que c'est une philosophie qui s'applique dans plein de domaines. Le meilleur commercial, c'est celui qui va passer le plus de coups de fil à des prospects. Le meilleur investisseur immobilier, c'est celui qui va faire le plus de visites de biens. Et le meilleur YouTuber, c'est celui qui va poster le plus de vidéos. La quantité nous permet d'apprendre, de devenir meilleur. Il y a évidemment aussi un aspect qualité qui va rentrer en jeu. Mais généralement, on ne peut pas devenir meilleur dans un domaine sans y passer beaucoup de temps et sans accumuler comme ça de la quantité. Peter Lynch m'a donc bien chauffé avec sa citation et j'ai décidé de prendre une nouvelle habitude, analyser en profondeur une entreprise chaque semaine. Donc je vais vraiment essayer de m'y tenir parce que souvent mes analyses sont très longues et donc j'avais plutôt tendance à analyser une boîte une fois tous les mois. Là, j'ai vraiment envie de raccourcir ça et j'ai envie d'aller analyser plus régulièrement des boîtes, donc à nouveau soulever plus de pierres afin de trouver plus d'opportunités. Il existe plus de 6000 entreprises cotées sur les marchés, donc évidemment, je ne pourrai pas toutes les analyser, mais je prévois de m'aider du screener Trident pour aller présélectionner les entreprises et vraiment aller analyser des entreprises qui ont déjà d'excellents fondamentaux business. Donc, tous les calculs quantitatifs de chiffres sont déjà réalisés là-dessus. Comme ça, moi, je peux me concentrer vraiment sur l'aspect qualitatif, aller regarder ce que vaut le business de l'entreprise et est-ce qu'elle bénéficie bien d'une méga tendance. Je peux trier ces entreprises par note Trident. C'est une note qui prend donc en compte 29 critères quantitatifs. Donc là, j'ai vraiment des entreprises qui sont solides. Je peux également, parmi ces actions vertes, aller les trier par des critères qui me semblent intéressants. Ici, la linéarité du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que l'entreprise parvient à bien augmenter son chiffre d'affaires de manière très stable dans le temps? Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes entreprises qui ressortent. Je peux aussi regarder les entreprises qui rachètent le plus leurs actions, c'est ce qu'on appelle les entreprises cannibales. Donc j'aime beaucoup ce genre d'entreprise parce que forcément, en rachetant leurs propres actions, elles font diminuer le nombre d'actions totales en circulation, ce qui augmente naturellement la valeur des vôtres. Et vous voyez qu'ici, de nouveau, on a des entreprises un peu différentes, Booking, Apple, Emcor. Et enfin, un dernier filtre que j'aime bien utiliser, c'est le filtre Gourou. C'est le nombre de super investisseurs qui ont cette action en portefeuille. J'ai vraiment sélectionné ce qui sont pour moi les meilleurs super investisseurs, ceux qui ont vraiment surperformé le marché. Et je peux voir un petit peu quelles sont leurs actions favorites, lesquelles font vraiment consensus. Et du coup, à nouveau, ça peut me donner une priorité dans mes analyses. Attention tout de même, car comme le disait Peter Lynch, il faut investir dans ce que vous connaissez et il faut connaître ce que vous possédez. Donc le danger en regardant comme ça un petit peu ces critères quantitatifs, c'est qu'on peut aller vers une entreprise qui a des superbes scores, qui a l'air de bénéficier d'une méga tendance, mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce que fait cette entreprise, ou du moins on ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants. J'espère vous avoir démontré dans la première partie qu'une méga tendance, c'est parfois plus compliqué que ce qui paraît. Si on regarde juste le streaming, on peut se dire « Ok, Netflix est vraiment dominant dans le streaming », mais en fait, quand on commence à soulever les couches, on se rend compte qu'il y a d'autres concurrents auxquels on n'aurait pas, par exemple, pensé. Donc selon moi, c'est vraiment important de rester comme ça dans son domaine d'expertise, des entreprises qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, dans lesquels on est potentiellement nous-mêmes clients, comme ça on voit si justement les choses évoluent dans le bon sens ou pas.
et faire attention à cette zone un petit peu rouge, ce qu'on pense qu'on connaît, mais en réalité on ne connaît pas suffisamment. Vous n'allez pas investir dans quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, mais attention avec ces entreprises, vous avez l'impression d'avoir compris un peu, mais en réalité, vous n'avez pas encore tout compris. Si je prends mon cas, dans cette zone rouge, je mettrai par exemple les entreprises de semi-conducteurs. Donc évidemment, je vois qu'elles ont des très bonnes notes. Je sais que c'est une méga tendance, qu'il y a une énorme demande en termes de puces, notamment liées à l'IA. Mais j'estime ne pas suffisamment maîtriser la technologie pour savoir, par exemple, quel est le meilleur fabricant de semi-conducteurs entre Applied Materials, Lam Research et CLAC. C'est des éléments assez techniques. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de background en ingénierie pour comprendre un petit peu qui sont ces leaders et est-ce qu'ils seront capables de le rester, parce que c'est vraiment ici des avances qui sont technologiques. Donc pour l'instant, c'est une méga tendance que j'ai un petit peu mis de côté. Pareil pour la cybersécurité, je ne m'y suis pas encore suffisamment intéressé. Je pense que c'est un domaine qui est assez porteur. On voit des grandes entreprises comme Fortinet, comme Palo Alto, comme CrowdStrike qui ont vraiment grandi ces dernières années. Mais voilà, pour moi, ça ne prend pas encore assez bien ces entreprises-là pour y mettre mon argent. À nouveau, j'investis dans peu d'entreprises. Donc, je veux vraiment être sûr de mes choix et vraiment rester dans mon cercle de compétences. Donc, pour moi, les 7 méga tendances dont je vous ai parlé en partie 1 sont dans mon cercle de compétences et ces deux-là sont un petit peu en dehors. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout y toucher. Je m'y intéresse, je lis évidemment des articles, je vais analyser des entreprises qui sont dans ces domaines-là. Mais il est possible que je ne fasse pas rentrer ces entreprises dans mon portefeuille parce que je considère quand même que je ne maîtrise pas encore suffisamment les tenants et les aboutissants. En tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant de ce que va donner cette nouvelle habitude, cette augmentation de mon volume d'entreprises analysées. Avant, j'analysais entre 10 et 20 entreprises par an. Désormais, je vais essayer d'analyser entre 30 et 40 entreprises chaque année. Et j'espère que le fait de doubler ce volume de recherche me permettra de retourner plus de pierres et de trouver plus de pépites. Des pépites qui devraient pouvoir m'aider dans mon objectif de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années. On termine cette émission avec un sujet un peu plus léger, le mariage. Cet été, après 10 ans de relation, j'ai demandé ma compagne en mariage. Ça m'a fait plaisir, franchement, ça lui a fait aussi très plaisir et c'était un moment très émouvant. Je lui ai demandé d'ailleurs autour de la piscine vers chez mon père, donc premier endroit où on s'est embrassé il y a 10 ans. Donc c'était un moment assez fort en émotion et c'était super chouette. Je lui avais offert pour l'occasion une belle petite bague aussi qui m'avait coûté un petit peu cher, mais voilà, c'est le genre de choses où on ne compte pas. Et évidemment, une fois cette émotion un petit peu retombée, on a commencé à rentrer dans l'organisation parce que c'est bien de dire qu'on va se marier, mais évidemment derrière il y a de l'orga. Donc la liste des invités, la date, le budget. Ce soir, justement, on a un appel avec une wedding planeuse, donc on a décidé de se faire un petit peu aider pour cette organisation-là parce qu'on a quand même des métiers qui nous prennent beaucoup de temps et organiser un tel événement, ça peut être compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, justement. Évidemment, prendre une wedding planeuse, ça a un coût. Organiser un mariage, ça a un coût. Il y a toutes sortes de prestataires qui sont impliqués dedans. Donc, on s'est posé un petit peu la question en termes de budget. C'est pas forcément une question facile. Au début, on regarde évidemment la moyenne. On se dit, voilà, en moyenne, combien les Français dépensent dans un mariage. Vous voyez qu'en 2023, c'est 17 100 €, ce qui représente quand même une somme assez importante. Et le problème, évidemment, avec ces moyennes, c'est que, et c'est vraiment ce qui précise ici, ça va varier en fonction de la saison, des prestataires, du lieu de réception, le nombre d'invités, le type de mariage que vous voulez faire. Donc, c'est vrai que les moyennes, c'est un peu compliqué. Et surtout, on ne sait pas si c'est raisonnable parce que tout dépend combien vous gagnez, évidemment. Lorsque j'ai des grandes dépenses de vie qui tombent comme ça, j'aime bien regarder ce blog Financial Samurai. C'est un mec qui est vraiment très tourné sur les économies et il invente en fait toutes sortes de règles pour déterminer un budget qui soit raisonnable par rapport à ses grands achats, donc le logement, la voiture ou encore le mariage. Donc je suis allé voir un petit peu les règles qu'il avait sur le mariage et ça m'a fait rire. Celle-ci, elle m'a bien fait sourire. Ne dépensez pas plus de 1 000 $ par an depuis que vous vous connaissez. Donc la logique, c'est un peu de se dire, voilà, si vous venez juste de rencontrer la personne, vous faites un mariage pas cher. Si ça fait 10, 20, 30 ans que vous êtes ensemble et vous êtes sûr, là, vous pouvez mettre un peu plus d'argent. La règle est aussi assez logique parce qu'évidemment, plus on est âgé, généralement, plus on va avoir de moyens et donc ça va moins nous embêter dans notre parcours de mettre un gros montant à ce moment-là. Moi, j'ai la chance d'ailleurs de me marier à la trentaine. Je pense que c'est plus compliqué quand on se marie, quand on a seulement la vingtaine. À ce moment-là, on est plus dépendant des parents et on peut se retrouver avec un mariage où c'est pas forcément les invités que nous on voulait, c'est plutôt les invités qui arrangent les parents. Si on suit cette règle avec ma chérie, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on aurait donc une enveloppe de 10 000 € à mettre dans notre mariage.
Mais évidemment, c'est qu'une des règles qu'il propose. Il y en a une autre ici, vous voyez, que je trouve pas mal aussi. Ne dépensez pas plus de 10% de votre nouveau revenu combiné. Donc là, l'idée, c'est de se dire, oui, si vous gagnez 1 million d'euros par an en couple, alors oui, vous pouvez vous faire plaisir et faire un mariage à 100 000 euros. Mais si vous avez plutôt le revenu médian d'une famille américaine de 68 000 euros, eh bien, il va falloir opter pour un mariage à 6 800 euros, ce qui est évidemment beaucoup moins. Là-dessus, on a de la chance parce que j'ai encore un gros salaire qui va probablement pas mal diminuer une fois que je serai rentré en France, mais je suis à 213 000 euros par an, ma chérie est à 48 000 euros par an, ce qui nous fait 261 000 euros en tout de revenus pour le couple. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait faire un mariage avec un budget de 26 000 euros. Évidemment, il n'y a aucune règle absolue. Ce site donne des ordres d'idées de ce qui pourrait être raisonnable en fonction de ce que vous gagnez, mais ça va dépendre de plein de choses. Et parfois, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et des fois, on a vraiment envie de se faire plaisir sur des moments et ça va dépendre de chaque personne. Moi, je sais que je ne suis pas un grand fan de voiture, donc je ne vais pas claquer beaucoup en voiture, mais j'ai claqué par le passé beaucoup dans les hôtels 5 étoiles, dans les voyages. Donc, on a chacun un petit peu ses péchés mignons. Il faut juste faire attention justement dans ces péchés mignons de se faire plaisir et en même temps d'être raisonnable parce que c'est pas forcément d'ailleurs en dépensant plus qu'on profite autant. Voilà, avec ma chérie, des fois on a réalisé qu'on prenait autant de plaisir à se faire un petit voyage en van tous les deux qui allait nous coûter moins cher que de faire des hôtels 5 étoiles pendant 1 ou 2 semaines et que finalement on pouvait tout à fait faire du van pendant 1 semaine et aller prendre un hôtel 5 étoiles juste une nuit. Je pense donc que l'argent dépensé n'équivaut pas forcément à l'expérience qui va être vécue et c'est pour ça que c'est bien d'être raisonnable. Ça fait aussi du bien à vos finances. Si vous décidez de ne pas l'être, d'être vraiment déraisonnable et de ne pas respecter ce genre de règles, ok, mais faites attention à accepter les conséquences qu'il y a derrière. Je pense que voilà, on a le droit d'être déraisonnable, mais il faut bien se rendre compte de l'impact que ça va avoir sur son futur financier. À ce sujet-là, j'aime beaucoup ce que dit Kevin O'Leary, qui est un des grands investisseurs connus de l'émission Shark Tank aux États-Unis. Vous en avez peut-être entendu parler, ça a été repris en France récemment sous le nom de « Qui veut devenir mon associé ?» Kevin O'Leary, il dit qu'il y a 3 moments où les gens dépensent sans réfléchir, les naissances, les mariages et les funérailles. Et il disait que justement, il essayait d'avoir des business dans ces 3 domaines-là parce que les clients cibles ne regardent pas vraiment combien ils dépensent puisque c'est des moments de vie qui sont très importants. La conclusion que j'en tire, c'est qu'en faisant un peu plus attention aux conséquences financières de ces grandes décisions de vie, on peut se retrouver avec une meilleure santé financière au final que la majorité des gens. La majorité des gens qui, à nouveau, vont avoir tendance à craquer sur ce genre de dépenses et ne pas du tout considérer l'argent. Ce sont évidemment des décisions qu'on prend avant tout avec le cœur parce qu'on en a envie, donc l'argent ne devrait pas être un blocage. C'est juste qu'il faut quand même considérer l'impact que ça peut avoir et toujours se poser les questions, est-ce qu'en dépensant 2 fois moins, je peux finalement avoir le même bonheur, le même plaisir que je pourrais avoir et ça, c'est une bonne question à se poser. Là, évidemment, on est resté sur naissance, mariage, funérailles. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément éviter. Mais ici, vous avez des exemples de choses qu'on peut éviter. La résidence principale, moi, j'ai décidé de rester locataire jusqu'à présent. Peut-être que ça m'aurait rapporté plus. Il faut vraiment faire les calculs parce que ça coûte très cher d'avoir une résidence principale, notamment en termes d'entretien. Si vous êtes quelqu'un qui est très stable, ça peut valoir le coup. Mais si, comme moi, vous êtes un peu un papillon, vous bougez beaucoup, ça peut vous faire perdre pas mal d'argent et ça vous demande aussi du temps. La voiture, moi j'ai pas acheté de voiture et je pense que ça a été un gros game changer pour moi parce que quand on doit sortir de l'argent pour une voiture et qu'on est très jeune, ça peut nous coûter beaucoup. À nouveau, ça peut être rentable si vous avez besoin d'une voiture pour aller à votre boulot, mais il faut bien faire les calculs parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus les transports en commun, les trottinettes, les vélos, donc il y a des solutions pour s'en sortir. Et voilà, les mariages, les voyages. Donc, à nouveau, ça dépend énormément de votre situation personnelle. Je ne peux pas donner des conseils généraux là-dessus. Mais dans tous ces dépenses-là, moi, je vais toujours essayer de regarder un petit peu des règles et essayer de me dire, OK, est-ce que c'est raisonnable par rapport à ma situation d'acheter une maison qui coûte tant, d'acheter une voiture qui coûte tant, de dépenser tant dans un mariage ou tant dans un voyage. Voilà un petit peu mes idées par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Roman, je donne rendez-vous dans la prochaine émission. Ciao.